Des crédits gratuits, c'est exactement ce qu'est en train de faire OpenAI avec la sortie de ChatGPT Work avec la version 5.6. Des crédits gratuits pour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a changé dans ChatGPT 5.6 parce que Sam Altman est en train de faire des sorties complètement dingues et si tu avais passé à côté des 100$ offerts par OpenAI, et oui, il y a même pas 24 heures, OpenAI te promettait 100$ et c'était hyper simple de les avoir. Alors si tu veux connaître toutes les nouveautés de ChatGPT 5.6, assieds-toi confortablement, on va en parler exactement dans cette vidéo et je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les nouveautés et utiliser ChatGPT 5.6 mieux que 99% des gens maintenant. De ChatGPT Work est passé de 7 millions d'abonnés à 9 millions. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 millions de nouveaux clients. Et pour fêter ça, ils ont offert des crédits à tout le monde. Alors je t'explique. Il suffit simplement que tu possèdes un compte ChatGPT payant et tu vas automatiquement bénéficier d'un reset token. Concrètement, tu es en train de travailler, tu vas regarder juste en bas tes quotas restants, admettons qu'il me reste 67%, et dans quelques instants, dans quelques heures, ça va encore avoir lieu. Ils vont encore offrir des tokens. Donc, si tu es en train d'utiliser tes tokens, vas-y à fond. Dans les heures qui suivent, OpenAI va encore en offrir. Tu vas simplement attendre et tu vas voir ton compteur qui va repasser à 100%. Mais il y a une énorme nouveauté qui vient de sortir. Jusqu'à maintenant, les tokens étaient limités toutes les 5 heures. Il fallait attendre 5 heures pour recommencer à bosser. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, OpenAI est en train de taper un très grand coup avec ChatGPT Work. Ils sont en train de permettre à tout le monde d'utiliser les quotas intégralement de toute la semaine dans la même session. Ça veut dire que tu peux travailler des heures avec tout ton forfait. C'est fini les 5 heures à attendre et c'est les premiers à ouvrir le bal. J'espère que derrière d'autres vont suivre parce que c'est vraiment génial. Tu peux travailler des heures entières avec l'intégralité de ton forfait et en plus de ça, cette semaine, si tu avais un compte et que tu as ouvert un compte pendant la sortie de ChatGPT 5.6, regarde ce qui s'est passé. Juste en bas, tu vas regarder tes quotas, tu vas avoir une section réinitialisation disponible et ils ont offert 3 réinitialisations pour ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai 4 forfaits à utiliser au total. Dans les 8 jours qui me restent, j'ai 4 forfaits. Donc j'ai 4 fois plus de forfaits que j'en aurais chez Anthropic. Donc c'est hyper avantageux. En plus, ils vont réinitialiser dans quelques heures à peine à nouveau les tokens des sessions. Bref, c'est complètement la folie, mais ça s'arrête pas là. Je te montrais qu'on pouvait gagner 100$ si tu restais abonné à leur compte Twitter et surtout, si tu résilies chez les concurrents, surtout chez Anthropic. La guerre est vraiment déclarée entre OpenAI et Anthropic. Si tu postes sur ce site, c'est à peine sorti il y a 18 heures, on a été des centaines de milliers, ça fait 3,3 millions de vues, et tu gagnais directement 100$ de crédit chez Codex, et je peux te dire qu'on était hyper nombreux à l'avoir fait, et oui, on a résilié et on est passé chez les concurrents d'OpenAI, et ça valait le coup parce que 48 heures après, on reprend un abonnement, et c'est pas grave, mais on a gagné 100$ de côté. Donc si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour avoir toutes les infos en premier. Je vais te montrer maintenant que Sam Altman, complètement vrillé, il te propose 50 000$ à gagner et c'est pas si difficile que ça. Et je vais t'expliquer ça. Sam Altman, le CEO de ChatGPT, nous dit que GPT 5.6 est unbreakable. Il est inviolable. Personne va arriver à le jailbreaker. Et pour le prouver, il te propose 50 000$ si tu arrives à le jailbreaker dans le domaine de la biosécurité ou de la sécurité informatique. C'est exactement ce qu'il vient de lancer ce soir. Alors, si tu te sens une âme de hacker, c'est le moment de te lancer sur ce qu'on appelle le GPT Red, le code rouge. Est-ce que tu seras capable de débloquer les protections de ChatGPT? Alors je vais t'avouer un truc, c'est pas si difficile que ça. Lors de la sortie du modèle, j'ai essayé pendant environ 20 minutes à comprendre la structure du système. Tu sais ce qui m'a surpris? C'est que je suis arrivé à sortir une partie du prompt du système. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que j'ai essayé de récupérer l'information à l'intérieur des conversations. Dès que j'ai vu qu'il proposait les 50 000$, je me suis dit, mais elle est où ma conversation? J'arrive plus à mettre la main dessus, mais je vais te montrer quelques points intéressants que j'ai pu réextraire en faisant quelques tests. Primo, ChatGPT, maintenant, c'est une base de connaissances SQL. C'est-à-dire que tout ce que tu tapes à l'intérieur, si je lui dis d'aller rechercher dans ma base de connaissances, il va rechercher dans toutes mes conversations et il va me le sortir sur le côté. Donc, je vais cliquer sur le lien sur le côté et dans la nuit, j'avais essayé de faire quelques petites injections, j'avais voulu voir si ça marchait, j'ai vu qu'il bloquait, mais il y en a une qui était passée. Et dans ces injections, j'avais des sections du début du code. J'avais pas l'intégralité. Il avait repris la main à un moment donné. Donc, pour moi, il n'est pas inviolable. Donc,
les 50 000 $, ils sont à la portée. En y passant quelques heures, je suis sûr qu'on peut y arriver. Autre point, je te montre un petit peu ce que j'ai fait là, dans les minutes qu'on suivit en tournant la vidéo. Je me suis dit, bon, je veux ressortir quelques infos intéressantes. Je te parle juste architecture, et après, dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler des nouveautés. Ce que personne aujourd'hui n'a vu sur l'interface de ChatGPT 5.6 Work, je vais t'en parler dans la suite de la vidéo parce que c'est assez technique et c'est super intéressant pour pouvoir travailler avec le nouveau modèle. Premier élément, ici, comment fonctionne l'architecture du nouveau modèle. Alors, il a une architecture d'analyse de demande, donc tu vois un peu comment ils ont configuré son système neuronal, analyser le contexte, la conversation, déterminer la stratégie. Donc c'est un modèle qui va échafauder la méthode pour te répondre. C'est-à-dire, il va voir qu'est-ce que tu veux obtenir comme objectif, ensuite il va sélectionner des outils, la recherche internet, l'exécution de code Python, la génération d'images, les calendriers, les courriers électroniques, bref, il va rechercher les éléments de contexte, ensuite il va construire les éléments de réponse à partir des éléments précédents, il va faire une vérification finale et une sortie alignée sur ce que tu lui as demandé. Bref, ce modèle met une analyse d'intention, un raisonnement, l'utilisation des outils pour la construction de réponses. Donc honnêtement, pour moi, c'est un système effectivement à multicouches, c'est-à-dire que une section d'objectif principal avec un pipeline bien défini, utilisateur, compréhension, identification, décomposition, choix des outils, analyse et construction de réponses. Donc ça, c'est l'architecture du nouveau modèle et à l'intérieur, tu as différentes couches qui vont vérifier entre elles si ce que tu demandes est conforme à des normes. Donc on a des blocages et des filtrages. Et je pense que très probablement, il y a un modèle de safeguard qui doit analyser en amont ta requête et à la sortie ta requête. Parce que moi, au moment de la réponse, il m'a rebloqué. Mais je pense pas qu'il soit inviolable. Mis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu as déjà essayé un petit peu de pousser le modèle. Moi, j'ai passé 15 minutes dessus et là, j'ai passé 25 secondes. Mais maintenant qu'il a parlé des 50 000 $, je crois que ça vaut le coup de tenter un petit peu plus. Dis-moi en commentaire si toi, tu as envie d'essayer et si tu es capable de le faire. Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te parler de toutes les nouveautés qui sont sorties et que personne ne codait sur ChatGPT Work 5.6. Dans l'interface de ChatGPT Work, aujourd'hui, on a deux modules différents qui se distinguent de ChatGPT Codex, de ChatGPT Work. Work va inclure directement l'accès aux fonctions MCP et plugins, c'est-à-dire la possibilité de se connecter au monde du travail et au monde réel. Dans la section des fonctions cachées, tu vas les trouver à l'intérieur de la section de ton propre nom. En cliquant sur ton nom, tu vas avoir accès à des fonctions qui vont être l'accès aux fonctions navigateur, l'utilisation de l'ordinateur, les hooks, les connexions, les repos GitHub, ton système d'environnement et les arbres de travail. Ça, ce sont les nouvelles fonctions dans lesquelles, en plus, il y a la possibilité de configurer un nouveau mode vocal, la dictée vocale. On va parler de toutes ces options dans cette vidéo. Alors, installe-toi confortablement et si c'est pas fait, active la cloche et abonne-toi pour ne rater aucune info et surtout laisse un commentaire, un like et soutiens la chaîne, ça fera super plaisir et j'aime avoir une communauté qui est engagée autour de l'IA et des méthodes de travail. Alors n'hésite pas à partager en commentaire tes observations et je te dis rendez-vous dans le suite du tuto. Premier point capital pour bien faire fonctionner ChatGPT 5.6, c'est de structurer ce qu'on appelle un prompt system. Alors pour cela, rendez-vous donc dans les paramètres setting, paramètres, et dans la section, tu vas dans la section personnalisation. C'est ici que tu vas avoir des instructions personnalisées. Alors, je sais que tu vas me dire que tu vas mettre, tu es un expert, ton nom, ton entreprise. Non, ça ne sert strictement à rien et je vais t'expliquer pourquoi. Chaque fois que tu vas travailler, tout ton répertoire se trouve à l'intérieur de ce système. Et le fichier d'instructions personnalisées, c'est ce qu'on appelle le fichier agent.md. C'est juste ici que tu as toutes les instructions auxquelles tu peux avoir accès. Alors, qu'est-ce que tu dois mettre à l'intérieur? En fait, le système, quand il va utiliser ton ordinateur, il va exécuter du code. Et pour exécuter correctement du code, pour qu'il ne fasse pas d'erreur dans les cycles de fonctionnement, la première chose qu'il a besoin de savoir, c'est quel est ton environnement, Windows, Mac, ta version, et ensuite où tu mets les dépendances d'installation. Alors, par défaut, le système ne le sait pas. Donc c'est pour ça que je t'ai construit un système qui va le faire à ta place. Pour pouvoir l'utiliser, tu as simplement à copier le lien de cet agent IA, de l'intégrer à l'intérieur de la discussion, de le lancer à l'intérieur de la discussion, avec la commande run, lancer, cliquer et attendre. Tout simplement, il va tout te rédiger. Et le plus important, en fait, ce qui va te créer tous ces dossiers qui sont absents. Alors,
À quoi ils servent? C'est exactement ce dont on va parler maintenant pour pouvoir bien faire fonctionner ChatGPT 5.6. Premier élément, le système, par défaut, n'a pas de répertoire où il va créer des agents IA. Donc maintenant, on va créer un répertoire agent IA, un répertoire des dépendances. C'est là où il va installer toutes les dépendances quand il va coder. Donc il n'aura pas besoin de le re-télécharger. Ça va moins consommer, ça va mieux marcher et il va moins dépenser de tokens parce qu'on aura optimisé son système prompt. Ensuite, quand tu vas travailler, il va te créer des fichiers de partout. On va tout organiser à l'intérieur des sections qui s'appellent des projets. Ensuite, le modèle va fonctionner sur ce qu'on appelle des settings. Dans les settings, il y a ce qu'on appelle les mots de passe qu'on va ranger ici, tes connexions MCP et tes status lines. Le status line, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Chaque fois qu'on est en train de travailler, on a ici la consommation. Et pour la consommation, on va justement parler de ce sujet, il y a eu un très gros changement. C'est peut-être passé inaperçu, mais pas chez moi, parce qu'il y a quelques heures encore, on avait des fenêtres de contexte de 350 000 tokens, 100 000 tokens qu'aujourd'hui. Beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on vient de perdre 100 000 tokens. Je t'explique maintenant ce qui s'est passé, parce que ça, c'est l'envers de décor que OpenAI n'a pas dit, et c'est très important que tu le saches. J'étais en train de coder, et tout à coup, je me suis rendu compte que ma fenêtre de contexte venait de perdre 100 000 tokens pour ChatGPT 5.6. Eh bien, c'est officiel, OpenAI vient de réduire de 100 000 tokens les fenêtres de contexte. Mais c'est pas tout. C'est officiel, ChatGPT 5.6 les a réduits pour une raison très simple. Ils ont voulu faire des économies. Vu que maintenant on est 9 millions, ça leur coûte énormément en termes de tokens de raisonnement. En réduisant 100 000 tokens sur toutes les fenêtres de contexte, eh bien oui, aujourd'hui, ils peuvent donc nous offrir des nouvelles sessions un peu à droite à gauche, et comme ça, eh bien, d'un point de vue marketing, OpenAI s'en sort plutôt vainqueur. Mais dans les faits, nous, on perd 100 000 tokens au niveau de la fenêtre. Et ça va nous obliger à beaucoup mieux gérer la fenêtre de compression. Autre point, certains utilisateurs ramènent que la version de ChatGPT 5.6 ne serait pas la même que celle qui a passé des tests. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai remarqué quelques comportements de désalignement. Le désalignement, c'est le moment où tu poses une question à l'IA, elle te dit qu'elle l'a fait, mais en fait, elle l'a pas fait. Et c'est un petit peu le cas qui est en train de se retrouver sur Internet, parce que, honnêtement, j'ai eu exactement la même situation. Je lui dis de faire quelque chose, il me dit je l'ai fait, je retourne, je regarde le job, et c'est pas fait. Donc, attention, si vous êtes aussi dans le même cas de figure, mettez-moi-le en commentaire, parce que moi, j'ai l'impression que la version hyper puissante qui est en train de révolutionner le monde entier, je la vois pas. Alors je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est comme Fable. Je ne vois pas des modèles aussi puissants qu'il fallait les arrêter, qu'il fallait les stopper sur les marchés. Moi, personnellement, je ne les vois pas. Alors dites-moi vous si vous trouvez que depuis qu'on a ces nouveaux modèles sur le marché, on a complètement changé de monde de l'économie et qu'on a tout révolutionné. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas ce sentiment. Mais bon, maintenant on le sait, voici où sont passés nos 100 000 tokens, donc il va falloir travailler différemment et c'est maintenant qu'on va en parler. Lorsque vous travaillez avec ChatGPT Work 5.6, un des points forts, c'est les fonctions d'agents parallèles. On appelle ça Spawn Agent. Si dans une tâche, je lui demande d'utiliser 3 agents pour effectuer mon travail, automatiquement, le système, lorsque vous avez défini ce qu'on appelle un plan d'action, là je suis en train de nettoyer des bases de données, si vous lui demandez de spawner, c'est-à-dire de lancer des systèmes parallèles, automatiquement, il vous confirme, je vais spawner 3 systèmes. Donc la fonction Spawn Agent, c'est le fait d'envoyer plusieurs systèmes en parallèle. Vous pourrez en envoyer 3, 4, 5, 6 en fonction de la complexité de la tâche. 3 agents sera suffisant parce que j'ai 3 blocs à traiter principalement. Et vous avez donc le système qui va créer 3 agents audit config. Donc vous avez ici l'agent sous-agent qui est en train d'apparaître ici dans la fenêtre, l'audit backup qui est en train de se mettre en route et l'audit SQL Little qui va analyser tous les fichiers de mon répertoire. Donc chaque agent a ses fonctions, mais la particularité par contre, c'est que si je donne une instruction assez simple, c'est-à-dire spawn agent, il faut que en amont vous ayez le plan d'action. À partir du plan d'action, c'est ChatGPT 5.6 qui va déterminer qui fait quoi au niveau des systèmes agentiques. Alors, quand ce sont des actions assez simples, nettoyage de base de données, je peux laisser le modèle travailler seul. Si ce sont des actions beaucoup plus complexes, c'est très important de créer une coordination entre les agents et donc c'est vous qui devez coder les instructions des systèmes agents. Pour les actions simples, comme ici, on peut les laisser tourner et chaque agent a sa tâche, mais n'oubliez pas, travaillez toujours avec un système plan en amont. Deuxième option maintenant qu'on a vu, on va parler
des nouvelles fonctions de la barre latérale. Sur la barre latérale, si vous cliquez sur le petit plus, vous avez ce qu'on appelle des tâches latérales. C'est-à-dire que vous pouvez lancer une nouvelle conversation à l'intérieur de la conversation. Donc, sans quitter la discussion, on peut continuer à travailler. Dans les nouvelles fonctions, on a les fonctions fork. Si ici, je veux poursuivre ma tâche dans une nouvelle fenêtre, je vais pouvoir ouvrir plusieurs sessions en parallèle et travailler avec des angles différents. Admettons que dans la session numéro 1, je veux explorer une direction, retirer que certains documents de la base de données, extraire tous les graphiques et les représentations data dans une autre session. Je peux donc travailler de manière complètement indépendante et avoir les deux sessions côte à côte et exécuter le travail grâce à cette nouvelle fonction de fork. Parmi les nouveautés, juste avant qu'on revienne sur la section des skills, ça va me permettre donc de parler de cette partie. Vous avez notamment la prise de contrôle du navigateur. Pour ça, vous activez la prise de contrôle du navigateur. Il faut activer la fonction browser, la fonction Chrome et la fonction Computer Use. Ces trois fonctions doivent être activées pour pouvoir optimiser la gestion du navigateur. Vous retrouvez ici la fonction utilisation de l'ordinateur et vous activez toutes les sections qui sont juste ici. Et dans la gestion de Google Chrome, vous avez une gestion où vous pouvez lui demander quand est-ce qu'il doit vous poser la question avant d'interagir, approbation pour ouvrir une page internet, pour lire votre historique, pour télécharger ou pour téléverser. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire que ici, si vous devez envoyer des fichiers, créer de l'automatisation, répondre sur internet, répondre sur des fichiers clients, en lui donnant toujours l'autorisation, vous pouvez le faire. Alors attention, bien sûr, ça c'est sous réserve de comprendre qu'il y a aussi des conséquences en laissant l'IA prendre le contrôle de l'ordinateur. Vous n'êtes pas à l'abri de un jour quelqu'un qui jailbreak. D'ailleurs, si vous voulez toujours gagner les 50 000 € en jailbreakant ChatGPT 5.6, les paris sont toujours ouverts chez OpenAI. Donc on est sur un modèle assez sécuritaire. Mais aujourd'hui, voilà, on peut définir des autorisations et on peut donner des autorisations sur des sites spécifiques. Et on peut aussi donner à ChatGPT l'autorisation complète. Ça, c'est pour tous ceux qui font les agents immobiliers, qui font beaucoup d'annonces. Vous pouvez automatiser complètement la partie de gestion des annonces avec l'IA. Tous ceux qui font du community management, qui font des réponses sur les sites internet, sur les avis Google, tout ça, vous pouvez l'automatiser grâce à l'activation de ces paramètres. Donc au passage, il faut aussi activer cette option. Et donc, vous avez la fonction connexion ici qui va vous permettre en plus de connecter votre ordinateur à votre téléphone. Donc ici, vous scannez simplement le QR code qui va apparaître sur votre téléphone. En le scannant, vous pouvez donner des instructions à distance sur votre interface. Bref, c'est la même chose qu'avec OpenClaw, juste que vous l'avez avec votre abonnement classique. Même avec un abonnement plus, vous avez accès à ces options. Donc aujourd'hui, quel est l'intérêt d'avoir des fonctions comme OpenClaw? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT est en train d'écraser le game, surtout avec la quantité de tokens qui sont offerts. D'ailleurs, ça sera l'occasion ici de voir que ça, c'est les répertoires qu'on a créés pour le travail. Vous les avez ici. Ça, c'est les arbres de travail. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a créé de nouvelles directions à partir des discussions. Ce qu'on appelle des fonctions fork. Et dans la section personnalisation, vous avez la section gestion de mémoire. Donc la gestion de mémoire, on en parlera dans une autre vidéo parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Comment on gère la mémoire dans l'intérieur de ChatGPT Workspace, ChatGPT Work, GPT 5.6. Et dans la section utilisation et facturation, vous avez les limites d'utilisation, les limites en cours hebdomadaire. Donc moi, elle va se renouveler le 21. Et si j'ai besoin de l'utiliser avant le 21, j'en ai 3 en stock. Donc OpenAI est en train de les brader honnêtement. Donc toutes les semaines, vous avez des nouvelles réinitialisations offertes avec les comptes plus. Donc n'hésitez pas. C'est le moment d'en profiter. Vous avez énormément de crédits à utiliser. Plus on avance au niveau du travail, plus on va remplir ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Cette fenêtre, lorsqu'elle va atteindre environ 85%, elle va être compactée. Cette fonction, on peut l'appeler automatiquement avec la fonction compacter. Quand on utilise cette fonction de compact, en fait, on réduit les tokens, mais on n'a aucun contrôle sur ce que le modèle va résumer. C'est un peu comme si vous preniez un livre et que vous demandez à ChatGPT, résume-moi le livre. En fait, vous ne savez pas du tout ce qu'il a choisi de garder ou d'exclure. Et pour cela, on peut intégrer des fonctions hook, et ça fait partie des fonctions cachées dans l'interface dont on va parler maintenant. Dans les sections paramètres, vous avez donc les fonctions hook, et cette fonction ici change complètement la manière d'utiliser l'IA. Je vais vous montrer ce que ça peut amener. Ce sont des fonctions qui vont vous permettre d'utiliser des déclencheurs, c'est-à-dire des crochets, des hooks. On utilise parfois le terme
hooks dans les automatismes pour un déclencheur qui vont permettre en fait de suivre 10 états différents, c'est-à-dire 10 situations différentes. Avant l'utilisation d'un outil, ça peut être par exemple vous déclenchez l'utilisation d'une recherche internet, c'est un outil. On peut déclencher un comportement du modèle avant la demande d'une permission, après l'utilisation d'un outil, c'est-à-dire après avoir utilisé par exemple une recherche internet ou un outil de code. Et il y a aussi les fonctions pré-compactes et post-compactes. Ça veut dire que quand vous êtes en train de travailler, vous avez donc la possibilité de lancer des fonctions hook pour les fonctions de compactage. Et c'est exactement ce qui va nous intéresser dans le cas précis. Alors, ce qui serait donc intéressant, c'est chaque fois qu'on va lancer une fonction de compactage, on n'est pas un compactage fait au hasard, mais que le compactage soit utilisé en fonction du dossier que vous travaillez. Comme dans le début de la vidéo, on a parlé donc de l'optimisation du système prompt de ChatGPT 5.6 Codex. Chaque dossier dans lequel vous allez travailler n'ont pas les mêmes sujets. Vous ne travaillez pas sur les mêmes dossiers de la même manière. Vous n'avez pas donc le même contenu qu'il va falloir garder. Donc on peut créer des fonctions de compactage optimisées en fonction du type de dossier. Alors maintenant c'est plus technique, donc pose-toi confortablement, on va rentrer sur des stratégies de travail pour optimiser ta manière d'utiliser l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT Work avec les fonctions avancées des hooks à l'intérieur de Codex. Pour cet exercice, on va choisir ce qu'on appelle un répertoire de travail. Donc le répertoire en cours, en général, c'est le répertoire où tu es en train d'utiliser Codex. Donc je prends le répertoire de travail, je sélectionne le répertoire, nouveau projet à créer à partir de zéro, on va lui donner projet hook, on enregistre, on a le chargement des plugins, pour le moment on va pas s'en servir, par contre on va se servir des fonctions skill, on va donc coder une skill pour pouvoir le faire. Pour cela on va utiliser un dossier existant et on va lui donner donc le répertoire du dossier en cours qui est celui de Codex. Dans les répertoires dont on a parlé au début, celui des systèmes prompts, par défaut Codex ne dispose pas d'un répertoire hook. Grâce au prompt système que je t'ai donné en début, maintenant tu disposes donc ce qu'on appelle d'un répertoire hook. Donc à l'intérieur de Codex, on va rajouter un folder hook, c'est là où tu vas enregistrer tous les déclencheurs automatiques de ta configuration. L'objectif, c'est d'arriver à créer un déclencheur qui va, lors du pré-compact, aller chercher les caractéristiques de ton dossier et de compacter ton dossier avec des paramètres spécifiques. Donc, tu vas pouvoir garder uniquement les informations telles que tu les as définies dans ton système. Ça va permettre donc de garder une mémoire optimisée du compactage de ta session. Alors pour cela, on va donc commencer à coder une fonction. On va donc dire add skill function hook. On va lui demander de utiliser, on va donc copier les éléments de la page, copy-paste texte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer donc une skill qui va avoir la possibilité de coder des fonctions hook en utilisant la documentation officielle de ChatGPT Work sur les nouvelles fonctions hook. Donc on va aller dans le répertoire skill. Alors ce répertoire, s'il n'existe pas, je t'ai donné le système prompt au démarrage que tu vas pouvoir utiliser. Et ici, je vais te montrer en fait qu'on peut simplement dans le répertoire copier-coller une skill et ensuite la personnaliser avec les fonctions qu'on va intégrer juste maintenant. Donc si tu disposes d'autres skills, tu peux soit les copier à l'intérieur de ton répertoire. Ça, c'est une skill qui est existante. Je peux tout simplement aller rechercher ma skill, la copier, la déplacer à l'intérieur du répertoire de Codex et j'ai donc déployé une skill. Ce type de structure de skill, je te montrerai après où est-ce que tu peux les obtenir dans l'interface de Codex. Donc, on va utiliser un créateur de skill qui existe chez Codex dans lequel on va ajouter une fonction de génération de hook pour l'appliquer spécifiquement pour Codex. Première étape, on va définir ça en fonction plan. On va mettre en Terra en mode élevé. Ça nous donne l'occasion de parler des paramétrages. Donc, dans la section modèle, on sélectionne le modèle Terra dans lequel on va mettre le modèle en très élevé. Je vais te montrer, on peut le laisser en élevé, ça devrait suffire. Je te montrerai par la suite dans la suite de la vidéo où sont cachés tous ces paramétrages à l'intérieur de l'interface et on va laisser tourner le plan et ensuite on va analyser le plan qui va sortir de ChatGPT. Pendant qu'on est en train de travailler, voici ce qui se passe. Donc le modèle est en train de consommer des tokens. Donc ces tokens vont être déduits de l'interface que tu vas retrouver ici dans la section quota. Donc dans cette section ici, je vais avoir l'utilisation de mes quotas hebdomadaires. Donc maintenant on n'a plus de limite de 5 heures. Pour le tuto, j'ai utilisé donc le skill de Anthropic, Claude, pour pouvoir le générer. Donc ce que je veux, c'est convertir le modèle en utilisant uniquement les fonctions de Codex.
pour notre système de skill maker. Souvent, quand vous voyez dans les tutos, des mecs qui disent ChatGPT, dis-moi la meilleure stratégie pour mon entreprise. Voilà. Là, vous vous rendez compte que travailler avec l'IA, ça n'a rien à voir. Travailler avec l'IA, c'est de la planification, c'est de la structure, c'est du drive agentique. Donc, c'est de définir toute la ligne de comportement du modèle, de la vérifier et de savoir exactement ce qu'on fait. Alors là, on est sur quelque chose de relativement simple. Pour moi, ça reste très simple. Mais quand vous faites travailler ça pour une entreprise, vous n'imaginez même pas 5 secondes. Pensez que vous allez rentrer dans une boîte et votre compétence, c'est de dire à l'IA, ChatGPT, trouve-moi des clients sur Internet aujourd'hui. Non, ça marche pas comme ça. Je vous le dis, là, il faut faire alerte. Il faut vous rendre compte qu'il se passe déjà un truc dans le monde de l'IA. C'est que vous avez des mecs qui font semblant de l'utiliser en vous disant « code-moi un site internet », alors que développer des applications, c'est 14 étapes de travail différentes avec la sécurité, le back-end, les accès, la gestion des datas, ça n'a strictement rien à voir. Donc, il faut que vous vous rendiez compte que travailler avec l'IA, c'est d'abord planifier l'orchestration, c'est ce qu'on est en train de faire, et tout ça, ça s'apprend. Et comme vous voyez, en fait, la manière dont les informations sont codées d'une manière très spécifique. Ça, c'est quelque chose que vous apprend à faire au niveau des cours. Pourquoi je vous fais coder de cette manière? Parce que quand vous travaillez avec l'IA, il faut que l'IA, elle utilise les mêmes manières avec lesquelles elle a été entraînée. Il faut qu'elle consomme le moins possible de tokens. Tout ce que vous envoyez, ça coûte de l'argent. Donc, on est en train de créer quelque chose qui coûte le moins cher possible. Donc, ça, c'est la dernière mise à jour que le modèle veut faire. On va donner un coup d'œil rapidement. Et ensuite, il met normalement à jour ici, voilà, dans le document du plan final. C'est ici que vous avez en fait les différentes étapes du comportement. Donc, ces blocs de code à rentrer, je vous le mettrai au niveau des cours. Vous allez pouvoir donc retrouver ces éléments au niveau des cours pour comprendre la logique du modèle et pour pouvoir le lire. Donc, il faut prendre l'habitude de lire ces structures. Là, il a mis en fait la politique d'écriture du hook avec les 10 étapes différentes dans lesquelles on va pouvoir intervenir. Et donc, il faut vraiment être capable d'apprendre à comprendre comment résonnent les IA pour planifier votre travail. Les automatisations, c'est comme ça qu'elles se développent sur les IA. Donc, il va rajouter ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des plans pour définir les structures des hooks, les générateurs Python, les tests. Bon, pour moi, tout est bon. On peut envoyer et on va lui laisser coder notre système. On va le retrouver en cours de génération dans l'interface juste ici. Donc on va pouvoir suivre les différentes étapes maintenant qu'on exécute le plan. Alors déjà on va voir qu'on est à 50% de notre fenêtre contextuelle, donc c'est très bien, ça nous permettra de voir justement pour créer un hook de déclenchement pour les fonctions de compactage. Donc juste ici je vous ai donc codé toute la section à intégrer au niveau du cours. Je vais vous l'intégrer donc au niveau de la leçon. Ça vous permettra donc d'accéder au niveau à la méthode d'intégration du système hook, de la logique, et vous n'avez plus qu'à remplacer avec votre nom de répertoire, mais le système va le faire automatiquement. Comment avoir accès à toutes les fonctions avancées de Codex? C'est exactement ce que je vous donne dans les 2 formations principales, Maîtriser le meilleur de l'IA et Engineering Agent IA Elite. Vous avez 2 niveaux différents, le level 2 qui s'adresse à tous ceux qui font de la bureautique, qui utilisent occasionnellement ChatGPT, Claude, Gemini, Minimax ou autres, pour le prix d'un café pendant 2 mois, vous sortez de là avec un des plus hauts niveaux techniques en étant sur un marché du travail avec de vraies compétences pour travailler en entreprise avec des stratégies qu'on utilise dans le domaine professionnel pour créer des agents IA. C'est exactement ce que vous allez apprendre au niveau de la formation et ça s'adresse à tous ceux qui font de la bureautique et qui partent d'un niveau débutant à un niveau confirmé avancé. Honnêtement, je pense qu'on est les plus techniques aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, très largement au-dessus. Et je vous apprends vraiment à partir de zéro, même pour les débutants, à créer vos propres systèmes agents IA. Tout ça à votre rythme, les mises à jour sont incluses, toutes les infos sont en description. Pour ceux qui ont déjà un très bon niveau, vous avez le Prompt Engineering Elite. Là, je m'adresse aux consultants, à ceux qui codent déjà des systèmes agents IA. Donc vous allez apprendre comment avoir toutes les bases nécessaires pour créer des systèmes agentiques en utilisant uniquement des interfaces de type Claude, ChatGPT, GLM 5.2, Minimax pour créer des systèmes agents IA, de la facturation, du médical, du chatbot, des systèmes avancés. Bref, à la sortie de ce niveau masterclass, vous avez tout le nécessaire pour passer du niveau je bricole avec l'IA à un niveau je suis consultant avancé dans le domaine technique. Je vous assure que le niveau est simplement dingue et vous allez voir la différence. Toutes les infos sont en description.
Quand ChatGPT Work a fini de travailler, la première chose à faire, c'est contrôler ce qu'il a fait. C'est pas de vous dire, ok, l'IA, elle a répondu, c'est bon, c'est la vérité. Non, l'IA, c'est une machine de probabilité. Donc, plus vous êtes arrivé à la driver, plus vous avez obtenu ce que vous voulez. Mais maintenant, il faut savoir lire entre les lignes. Donc maintenant, on va cliquer sur le fichier agent, et ici, on a en fait l'aperçu des modifications qu'il a rentrées. Alors, il va falloir faire une chose. Si vous comprenez pas ce qui est marqué, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas armé pour utiliser l'IA dans le domaine professionnel. Le domaine professionnel, c'est d'être capable de comprendre comment l'IA, aujourd'hui, rédige ses propres instructions. Alors, je sais que vous avez l'habitude d'avoir des très grandes phrases, mais en fait, c'est pas comme ça qu'elle-même code ses instructions. Donc, pour pouvoir le comprendre, rendez-vous dans les formations, bien entendu, et ici, on va commencer à décomposer pour comprendre comment on va le contrôler. Premièrement, ce fichier correspond au fichier agent.md. Donc, on va l'ouvrir, on va le mettre en parallèle, et c'est strictement les mêmes fichiers. Donc, ça veut dire que ce qu'on a comme aperçu ici, c'est le prompt système de ChatGPT. Là, il nous donne en fait l'instruction à ChatGPT 5.6 que lorsqu'on va lui demander de créer des hooks, il a la politique de gestion des hooks qui lui donne l'accès au répertoire. Et vous avez donc la ligne 417 où vous avez ce qu'on appelle la Hook Directory Policy, la gestion, ce que lui a demandé de faire, de comment les hooks vont être intégrés chaque fois que vous allez en créer. Maintenant, il a modifié ce qu'on appelle les fonctions de skill. Alors ici, comme vous allez voir, la skill, elle apparaît pas de manière très claire au niveau de la structure. C'est pour ça qu'on va repartir à l'intérieur des répertoires, on va aller dans la section skill et on va aller dans la skill qu'on vient de coder et c'est exactement ici que c'est noté. Donc ça, c'est la version Skill Maker pour mettre à jour, coder les skills et il lui donne donc les 6 étapes. Utilise l'agent.md, qui est celui-ci, pour générer un hook, pour mettre à jour, pour valider, pour gérer. Donc, la skill appelle son propre système de gestion et vous avez en fait ensuite le générateur de hook et de fonctions hook avec toute sa gestion des skills à l'intérieur. Donc, il a la logique de génération. Et je vous dis, en fait, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'en fait, il m'a mis toute la partie de la logique du hook. Je regarde, en même temps que vous. Non, c'est bon. Ici, il y a les dépendances MCP. Il y a les procédures, elles sont là. Je veux juste vérifier qu'au niveau des assets, il a mis, par exemple, template hook. Voilà, ça, c'est hyper important. Ah, il me les a mis juste ici. Et donc ici, on a les templates de hook directory. Ça correspond exactement à ce fichier. C'est ça que je cherchais. Avec la logique d'écriture des documents hook. Tout est parfait. On a exécuté du travail. C'est un peu technique, mais c'est ça, en fait, le monde du consulting. Quand vous allez créer des automatisations, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, on va plus du tout s'embêter à générer des hooks. On a notre système de générateur de hooks et c'est exactement ce qu'on va faire parce que ça va nous permettre de basculer sur ce qu'on voulait faire, comment on va gérer les fonctions de compactage. Donc, je bascule sur les nouveautés de l'interface latérale et ça va nous permettre de parler des fonctions de compactage. Dans les options, donc on clique sur le nom et on va ici sur l'interface. Vous avez donc vos consommations de tokens, le nombre de tâches, votre activité. Et ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter ici une fonction hook pour les sessions de compactage. Donc, pour bien faire, je vous donne une logique assez technique, mais vous allez voir que vous allez sortir vraiment gagnant si vous l'appliquez. L'objectif, ça va être d'avoir un répertoire de travail. Donc, on appelle ça les répertoires projets. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler notre skill. Donc, on va le dire use skill. Donc, les fonctions skill, vous pouvez faire la fonction $. Alors, pour que les fonctions skill apparaissent, ici, on va vérifier le nom de la skill, mais c'est Skill Maker. Il faut redémarrer Codex. C'est chargé à chaque démarrage. Donc, on va fermer Codex. Il faut le fermer ici en bas à droite dans la partie de votre terminal. On le relance. On peut maintenant lui demander, en faisant la fonction $skill, on a maintenant la fonction Skill Maker, celle qu'on vient de coder à l'instant, dans laquelle on a rajouté la possibilité de créer des hooks, de faire un hook. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la logique des hooks. Pour vous donner une idée, pour comprendre comment c'est structuré, alors ça c'est l'agent qu'on vient de coder. Donc vous allez retrouver l'intégralité du code du système agentique au niveau du cours. Je vais vous le donner pour que vous puissiez développer votre propre système d'agent qui code des skills et qui code des hooks. Donc vous avez toute la logique de codage. Vous l'aurez à l'intérieur des cours pour la logique. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la structure d'un hook. Voilà. La structure d'un hook, c'est que quand vous déclenchez une action, l'action, elle peut être mise sur le démarrage d'une session, le démarrage d'un outil, et ce qui va nous intéresser, c'est le compactage. Donc chaque fois qu'on va être dans une zone de compactage, ce qu'on va demander au modèle de faire, si tu déclenches et tu identifies qu'on est un compactage, on va lui lancer une fonction commande. Cette commande va lancer un script, et ce script, il va avoir pour fonction de dire si ça correspond à une fonction
de compactage va vérifier dans le folder la présence d'un fichier compact.md. Et là, on mettra nos paramètres spécifiques du folder de travail. Ça veut dire que chaque folder aura son paramètre de compactage. Ça va nous permettre de travailler dans vos projets, vos répertoires, avec des paramètres spécifiques de compactage pour chacun des dossiers. Parce qu'on va rajouter un fichier qu'on va permettre au modèle de comprendre, qui va être compactpolicy.md, on va l'appeler comme ça, c'est assez explicite pour le modèle, dans lequel on va définir la structure. Donc ce qui est important, c'est définir la compact policy de votre folder. Donc on aura à chaque fois des systèmes de compactage optimisés. Et ça, c'est un des plus gros points de faiblesse avec la gestion des mémoires du modèle. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on vient de coder pour pouvoir le réaliser. Donc, on va lui dire make hook, notre premier hook, on déclenche et ce qui va se passer, donc on va le voir se mettre en place, on va regarder la création du hook. Donc, tout est automatisé. Maintenant, on vient d'intégrer l'automatisation de notre gestion de hook. Donc, logiquement, on devrait voir la session se mettre en place à l'intérieur de notre folder hook. Et donc, il va faire ici un hook en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit qu'on les crée à l'intérieur du hook et qu'on leur donnait un slug name. Donc, le slug name, il est là. C'est compact policy. Donc, c'est ici qui va apparaître. Donc, codex hook, il va créer un folder mkdir à l'intérieur du répertoire déclenché par pré-compact. Donc, la fonction de compactage qui se déclenche avec la fonction ici que vous avez ici compacté. Et donc, la différence, c'est qu'on pourra créer des fonctions d'optimisation, ce qu'elle est en train de créer. Donc, tout est automatisé. Du moment que vous avez compris ça, là, vous êtes le king dans une entreprise. Vous êtes capable de automatiser tout, de déclencher des systèmes de compactage automatisés, de créer des systèmes pour répondre à des services clients. Une fois que vous avez cette logique de mise en place, vous faites des architectures. On commence avec des architectures simples et ensuite, on commence à faire des trucs beaucoup plus balèzes. Donc, on vient de mettre en place le premier système de hook avec la logique et le code qui est encodé. Et tout est bon parce que tout ce qui est noté ici au niveau du plan est good. Du moment que le plan est correctement écrit, vous savez que le système, hook compacting policy, ça c'est toute la gestion qu'il avait faite en amont sur la partie des intégrations de hook, et là vous avez automatiquement le système. Donc, quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est de créer maintenant votre fichier compactpolicy.md à l'intérieur de votre de répertoire de travail. Ça veut dire que quand vous êtes en train de bosser, maintenant, dans votre répertoire projet, si vous avez un projet et que vous avez une méthode de travail bien définie ici, vous allez pouvoir personnaliser la méthode de compactage et vous avez exactement ce que vous êtes en train de compacter en définissant les caractéristiques de compactage. Alors, vous pouvez vous aider de l'IA pour le faire. Là, je suis sur un développement d'une interface qui fait 2 gigas de développement. Donc, si je pars sur un système de ce type, 1, je copie mon chemin d'accès. 2, je lui demande de lire Modelize the useful state for compact policy, define a JSON strategy, lister les bugs, leurs sections, localisation et directory. Restructure en format Markdown. Définit une politique de compaction, accès plan, to-do list, reste à faire, bug, section, localisation, répertoire, inclut les sous-variables. Donc là, on va pouvoir beaucoup plus être précis sur la gestion à faire. Donc on va partir sur quelque chose, moi, qui répond plus à mon problème, plutôt que ne pas savoir ce que fait l'IA, en fait, au niveau de la gestion des sessions. Et regardez ce qui est en train de se passer en plus. On est à 86%, c'est-à-dire qu'on perd 15%. Donc vous vous souvenez ce que je vous ai dit, notre petit Sam a discrètement diminué de 100 000 tokens les fenêtres. Donc ça nous amène automatiquement... qu'ils ont nerfé GPT 5.6, ils nous ont réduit les possibilités d'exploitation de GPT 5.6, et donc ce qui est en train de se passer ici, le compactage automatique, je ne sais pas ce qu'il est en train de compacter. Comme on n'avait pas de politique de compaction pour la session en cours, automatiquement, ce qu'on a dit, quand on n'a pas de politique définie, tu appliques les paramètres par défaut de OpenAI. Donc là, il a compacté par défaut, et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucunement la possibilité, en fait, de savoir ce qui a été fait. Je sais pas du tout ce qu'il a choisi de mettre en cours, mais pour moi, ça me semble beaucoup plus logique, et je pense à vous aussi, de vous dire, je veux savoir ce que fait l'IA. Et encore mieux, je veux contrôler et driver le modèle pour qu'elle travaille comme je veux qu'elle travaille. Parce que travailler sur un document de droit, de comptabilité ou développer du code, c'est pas du tout la même logique de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer le compaction, la memory, les systèmes d'optimisation des prompts. En fait, c'est une voiture de course. Il faut gérer chaque paramètre pour pouvoir la conduire comme un bolide. Donc il est en train de me coder en fait le fichier en fonction de ce que j'ai demandé. On aurait dû lancer en mode plan, ça aurait été mieux parce que ça aurait pu
pu nous permettre d'anticiper. Donc je suis en train de regarder. Donc ça c'est la politique, règle de classement. Donc il a fait quelque chose qui est pas mal, hein. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est en train de le rédiger. 150 lignes, c'est ici, c'est en cours. Donc on est dans le fichier qu'il est en train de coder. Il autorise la lecture du plan, des bugs, de validation, de ce qui reste à faire, des règles de classement. Il a mis des règles de classement de logique, des répertoires. Voilà, et ça tient là-dedans, donc c'est pas trop mal. C'est bien pensé. Et maintenant j'ai ma propre politique donc de gestion là-dedans. Et vous avez encore une fois la possibilité d'accéder au fichier en cliquant juste ici. Il apparaît là, c'est le même fichier. Donc maintenant vous apprenez à naviguer entre le répertoire dans lequel on travaille avec Codax et ici la politique qu'on vient de définir. Donc on vient de définir le hook policy. Ensuite j'ai posé la question, as-tu déclenché le hook? Il a dit que la compact policy elle existe, mais comme on n'en a pas fait pour la session en cours, il a appliqué les paramètres par défaut parce qu'elle existe seulement comme solution de secours parce que vous avez demandé si le fichier est absent, utilisez la politique par défaut. Donc en fait, il a bien détecté en arrière-plan qu'elle existe et donc c'est pour ça qu'il faut le faire pour chaque fichier de travail. Donc là, vous êtes déjà sur un point hyper avancé sur le plan technique. Vous avez appris une fonction nouvelle qui est la fonction des hook trigger et ça, vous pouvez le faire sur les déclenchements des agents. C'est hyper puissant comme outil parce que demain, vous devez donner un contrôle d'accès et vous voulez bloquer des fonctions, c'est le même principe. Je vais vous mettre au niveau des cours exactement le code à rentrer dans le template directory de votre système Hook avec ChatGPT Work, avec tout le code pour générer votre système automatisé. Et pour tous ceux qui sont déjà avec le prompt engineering avancé, qui sont habitués à travailler avec ce qu'on appelle du loop engineering, je fais une version plus technique dans laquelle je vais apporter du loop engineering, la capacité du modèle de tester les hooks, de faire du reporting, de reproduire des correctifs et d'analyser les erreurs pour aller un niveau encore plus haut sur l'automatisation et les tâches qu'on va déployer dans les IA. Bref, vous avez tout le nécessaire dans les cours en description et sinon, appliquez toutes les étapes du tuto qu'on vient de voir ensemble et vous allez créer vos propres systèmes d'automatisation pour générer des hooks avec ChatGPT Work 5.6. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.